Marchant dans les traces de son prédécesseur, Donald Trump exige que la Russie rende la Crimée à l'Ukraine. Il se dit déterminé à prolonger les sanctions économiques tant que cette exigence n'aura pas été satisfaite. Il suffit pourtant de considérer l'histoire de la Crimée. M. Behar, expert pour l'ONG EOD, nous donne plus d'explications pour mieux comprendre la situation. Récent de la Crimée, tout au moins sur les 3 dernières années, s'initie effectivement avec une question géopolitique de la mer Noire et l'extension de l'OTAN, en particulier donc avec le cas ukrainien et la crise actuelle. La Crimée a toujours été russe depuis sa conquête sur l'Empire ottoman par l'Empire tsariste. Et par la suite, sous l'URSS, la Crimée a été donnée par chef à la République socialiste fédérative d'Ukraine, ce qui n'a jamais été le cas auparavant, dirons-nous. Et à la fin de l'URSS, sont faits sur les frontières validées par internes de l'URSS. Donc la Crimée était restée ukrainienne, avec du port de Sébastopol, qui est le port de la flotte de la mer Noire pour la Russie. Et bien jusqu'à récemment, la flotte de la mer Noire était présente, les Russes étaient présents à Sébastopol. L'extension de l'OTAN, ils ont donc investi, comme l'avait dit la responsable américaine de la politique étrangère dans l'Ukraine faisait partie de leurs objectifs. Ils ont investi des milliards et à la chute, après le coup d'État donc du Maïdan, se posait le cas d'urgence, puisque la prise de contrôle qui était en cours par l'OTAN, faut le dire très clairement, de l'Ukraine allait aboutir à la contrôle effectivement de la Crimée et du port de Sébastopol, et donc d'exclure la Russie de ce port, ce qui aurait donné comme conséquence automatique en géopolitique la fin, on va dire, des intentions russes de revenir sur la scène internationale, puisque sans ce port, il n'y a pas le contrôle de la mer Noire, et sans le contrôle de la mer Noire, c'est la disparition de tout le flanc sud, de l'Europe et du Proche-Orient, de la Russie. C'est ce qui était en jeu. Et en plus, le pouvoir qui est arrivé à Maïdan était un pouvoir ultranationaliste, russophobe, alors que la population de Crimée est à plus de 90% ou 85% russe ethnique, allons-nous dire. Ce qui s'en est suivi, c'est que en Crimée, ils se sont donc révoltés face à ce coup d'État qui était donc constitutionnel par défaut. Le coup d'État est inconstitutionnel, et ont décidé les activistes en Crimée ont décidé d'instaurer de faire un référendum, ce qui a été fait sous la protection, bien que ça dérange beaucoup de gens, sous la protection de l'armée russe. Ça a abouti à un référendum à plus de 90 ou 98% pour le rattachement à la Russie. Et quelque chose qu'il faut tout de même rappeler, il n'y a eu aucun mort dans ce passage démocratique. Donc il faut tout de même le rappeler, c'est l'autodétermination des peuples. Ce qu'on a entendu sur le Kosovo était valable, mais sur la Crimée, ce ne serait pas valable. Donc toujours 2 poids 2 mesures de l'Occident. Et aujourd'hui, la Crimée est dans la situation, elle est intégrée en tant que la Crimée et Sébastopol, ce sont 2 entités administratives différentes, sont intégrées comme république autonome au sein de la Fédération de Russie. Et malgré les sanctions qui sont imposées à la Russie et spécifiquement à la Crimée, le futur de la Crimée ne peut être que positif, malgré les sanctions. Et le niveau de vie aujourd'hui en Crimée, bien qu'il y ait encore certaines difficultés, n'a absolument rien à voir avec la désolation que cela pouvait être sous la précédente administration ukrainienne. Pourquoi est-ce que les médias occidentaux ne cessent de critiquer la Russie sur sa politique en Crimée? Je reviens toujours au terme de prédilection que j'aborde. En général, lors de nos entretiens, tout ça est lié à la géopolitique. Il y a toujours, l'empire américain repose sur la vampirisation du monde, sur le dollar, sur cette pyramide qui ne peut fonctionner que si les gens pensent qu'elle fonctionne. Pour cela, il faut garder sa domination, donc le contrôle de certaines régions du monde, et éviter que tout concurrent géopolitique puisse effectivement lui voler le leadership. Et par défaut, cette possibilité de futur leadership, ce serait la fusion ou l'union tout du moins
entre les deux Europes, celle de l'Union européenne et celle de l'Union économique eurasiatique. Pour cela, et pour ce faire, ils font tout, et cela depuis des années, depuis la chute de l'URSS, puisque dans la mentalité, dans le logiciel américain, parce qu'il faut bien parler de cela, puisque l'Europe ne fait que suivre ce qu'on leur dit de faire. Il n'y a plus de volonté propre en Europe, à part peut-être des fois quelques éléments, mais qui vont dans le même sens, puisque en général, ce ne sont que un retour de certains chauvinismes allemands qui peut agir. Mais pour revenir sur votre question, les Américains ont besoin d'éviter cette union entre ces deux Europes, donc il faut tout faire pour la diviser. Et donc tout ce qui est contre la Russie sera systématiquement employé, quel que soit le président, quel que soit le gouvernement, quelle que soit la couleur politique. Ça ne changera absolument rien aux éléments qu'ont les États-Unis vis-à-vis la position des États-Unis vis-à-vis de la Russie. Il faut absolument la contraindre et l'entourer. Il suffit de regarder une carte avec les bases militaires américaines. On comprend rapidement ce qu'il se passe. Donc, sur la Crimée, c'est un élément comme tant d'autres, un peu comme dans le Donbass, la crise où ce sont les Ukrainiens qui tirent sur les populations civiles et on demande aux Russes d'arrêter cette situation alors que ce sont les gens qui soutiennent à Kiev qui sont à l'origine de cette situation. C'est ubuesque, mais avec la propagande et les médias de l'OTAN, évidemment, on n'entend qu'un son de cloche et tout ce qui vient de la Russie est automatiquement mauvais. Donc un référendum en Russie, c'est mauvais. Un référendum, qu'il n'y a même pas eu d'ailleurs, au Kosovo, c'est bien parce qu'évidemment, c'est le bien, les États-Unis, l'Occident, c'est le bien et tout le reste, évidemment, c'est le mal. C'est très manichéen, c'est très simpliste, mais ça correspond à une nécessité de propagande et à une certaine mentalité américaine où ils pensent vraiment ce qu'ils disent, et c'est ce qui est grave, parce que dans les relations diplomatiques, on peut jouer, mais ils pensent vraiment ce qu'ils disent, et donc la Crimée, pour eux, est un élément important, et surtout, tout le monde parle de Trump qui avait dit avant les élections qu'il allait revoir et qu'il ne ferait pas une troisième guerre mondiale à cause de la Crimée. Aujourd'hui, effectivement, son administration a déclaré qu'il fallait que la Russie rende la Crimée pour résoudre, soi-disant, tous les problèmes, en oubliant juste une chose, c'est que Trump n'a pas changé d'opinion. Ça, c'était pour les médias. Trump est le représentant du complexe militaro-industriel américain. Donc, il ne fait que mettre en avant les éléments afin d'aller plus loin dans la confrontation et de justifier l'augmentation du budget de la défense qui va bientôt arriver aux États-Unis. Pour certains analystes, ce n'est pas la Crimée ukrainienne qui intéresse tant les Occidentaux, mais une Crimée qui était prévue pour abriter une très grande base navale US. Qu'en pensez-vous? Ce fut leur objectif lors de leur volonté de prise de contrôle de l'Ukraine, le Maïdan. D'ailleurs, il suffisait, avant même que le Maïdan commence à arriver, il y avait quelques semaines avant, sur le ministère de la Défense américaine, une demande de devis pour construire des logements pour des marins américains à Sébastopol. C'était très clair, c'est-à-dire que le plan était déjà en place, le Maïdan n'était pas encore fait, mais ils étaient déjà en train d'avancer en avance. Donc ça a toujours été effectivement leur plan. Le fait qu'il y ait eu un référendum et que la Russie a réagi d'une manière rapide et prompte, ça les a surpris. Ils pensaient que la Russie n'allait pas réagir à cela, et donc ils ont été fortement surpris, mais c'est normal, leur histoire est assez courte, ils n'ont pas la mémoire longue, ils n'ont pas compris que la Crimée n'est pas une annexion, n'est pas un territoire annexé. La Crimée a toujours fait partie de la Russie, donc pour les Russes, ce n'est pas une annexion, c'est un retour d'un territoire à la mère patrie. Et ils n'ont toujours pas compris effectivement que c'était important. Psychologiquement, mais maintenant militairement, même pour la Russie, c'était impossible de lâcher Sébastopol. Donc, effectivement, ils ont été pris de court parce que la Russie la voyait bien que c'était, si elle lâchait sur ça, c'était terminé pour elle dans les 20 ans qui suivaient. Donc, ils peuvent continuer effectivement à fantasmer sur une base navale qu'ils voudraient à Sébastopol. Le sujet est clos puisque aujourd'hui c'est un territoire intégrant de la Fédération de Russie et il n'y aura pas de base étrangère. Est-ce que les désaccords qui existent entre la Russie et les USA sur ce sujet pourraient affecter les relations entre les deux pays? La Russie a toujours dit c'est un sujet clos, il n'y a aucune discussion à avoir dessus. Donc
À chaque fois, sa réponse sera la même. Les États-Unis, dernièrement, hier, je crois, ou c'est pas aujourd'hui, hier ou avant-hier, ont demandé avec son représentant de l'ONU que la Russie rende la Crimée, etc., etc., etc. Enfin, le discours habituel sous l'administration Obama, rien n'a changé de ce côté-là. Alors, est-ce que ça va rester une rhétorique simplement diplomatique, allons-nous dire, mais qui n'ira pas plus loin que cela a pu aller jusqu'à présent, ou est-ce que cela va être utilisé pour le conglomérat industriel et militaire américain? C'est fort possible, mais ils n'ont pas besoin de cela pour faire ce qu'ils ont envie de faire. Alors ils ont cette justification-là, mais vous savez, là ils ont essayé sur la Syrie de faire condamner la Syrie pour des soi-disant attaques chimiques. Donc en ce moment, on voit bien que l'administration Trump cherche n'importe quel prétexte afin de revenir sur la scène un peu plus qu'il ne l'était, tout en obligeant les alliés, par exemple dans le cas précis de la Syrie ou la Russie dans le cas de la Crimée, de se mettre sur une position défensive. Donc, pour l'instant, nous sommes que dans les premiers pas, mais il est fort à parier, vu la teneur des médias et des gens tout autour du pouvoir, que il est fort possible que tout ce que les gens pouvaient attendre, tout ce que les libéraux, même aussi, pouvaient attendre d'un Trump qui tendrait la main, tout cela n'est que, excusez-moi du vocabulaire, du lexique, mais tout ça n'est que foutaise, puisque les réalités géopolitiques sont toujours là. Le reste, ce n'est que de la parlotte. Et je l'ai toujours dit, même avant l'élection de Trump, que si Trump de toute façon est élu, ça ne change rien au fond. Comment dire ça, de la politique américaine. Je disais, on pouvait dire, à l'élection américaine, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Clinton n'a pas été élu. La mauvaise, c'est que Trump a été élu.